Le miroir, surface réfléchissante qui couvre un symbolisme riche, complexe et ambivalent. Il est une passerelle entre le monde du connaître et le monde de l'être. Le miroir fascine et dérange. Il renvoie à notre propre image. Celle-ci peut être fidèle, illusoire ou inattendue. Le miroir n'est pas qu'un objet. Il est le symbole de la sagesse et de la connaissance. Il ne triche pas et ne ment pas sur notre image. Le miroir a également une grande importance dans la réflexion personnelle. Il nous force à réfléchir sur soi-même, sur ce reflet de nous. Dans de nombreux contes, le miroir est utilisé et mis en scène avec de nombreuses symboliques. C'est un objet magique qui ajoute à l'intrigue une dimension fantastique. Il est un vecteur de vérité absolue. En Chine, il est par exemple le symbole de l'union conjugale et de l'harmonie. Brisé, il représente la séparation. Mais brisé uniquement de moitié, il représente l'infidélité de l'homme ou de la femme. Il a aussi son importance dans le principe du Feng Shui, pour le bien-être du foyer dans lequel il est installé. Dans le bouddhisme, le miroir est considéré comme un instrument magique et sacré. Il est le symbole de la plus haute connaissance. Il sait tout. Cependant, quelle que soit la culture, le miroir garde la même fonction et la même symbolique. Il permet de se voir tel que l'on est. Il ne ment pas et est révélation de vérité. Il met en avant, sans le cacher, les défauts et les qualités de la personne qui se regarde dedans. C'est précisément de miroir qu'il va s'agir dans la nouvelle qui va suivre. Bonjour. Je consacre le programme d'aujourd'hui à Jocelyn Witz, une auteure prolifique qui a commencé à écrire depuis l'adolescence. Elle est connue pour ses nouvelles courtes de science-fiction, fantastique, fantaisie et érotisme, souvent avec un ton humoristique. Elle a obtenu le prix Bob Moran 2022 avec un recueil de 4 nouvelles post-apocalyptiques intitulé Évolution paru chez Enco Éditions. Je précise que le prix Bob Moran est un prix littéraire belge créé en 1999 par Marc Bailly. Il est décerné par un jury composé de professionnels francophones de la littérature, écrivains, journalistes, critiques, directeurs de collection. Je vous propose sans plus attendre l'écoute de La fille dans le miroir, une nouvelle de Jocelyn Witz, publiée le 31 octobre 2025 sur Atamenta, service de publication d'œuvres écrites en ligne, en e-book, en livre audio et papier, sous licence Creative Commons et avec l'accord de l'auteur. Démons et merveilles, Michael Darjoy. Mon vrai prénom, c'est Tiffany. Mais toujours, depuis toute petite, on m'a appelée Nanny, un nom de bébé que je déteste. Il faut pourtant se mettre à la place de mes parents. Comment ne pas désigner par un diminutif puéril une adolescente qui suce encore son pouce, se défie des autres enfants, en particulier des garçons,
trébuche tous les 3 pas, bafouille sans cesse, zozote ridiculement et j'en passe. Un bébé. En même temps, je lisais beaucoup de livres. Je n'étais pas idiote, ni attardé, ni rien. Juste empoté, godiche, craintif comme pas deux, à 13 ans. Je venais de les fêter quand est morte mon arrière-grand-mère Délivrance. Elle aussi portait un drôle de nom. Mes parents et ceux de Rémo ont affirmé qu'il s'agissait d'une sorcière, sauf qu'en disant ça, ils affichaient un sourire en coin. Moi, je sais que c'en était une. Elle est morte à 111 ans pile, mais on ne l'a découvert que 3 semaines après, grâce à un voisin presque aussi âgé qu'elle, qui passait la voir de temps à autre. Alors, nos 2 familles, qui ne la visitaient plus depuis des lustres et n'avaient même pas jugé utile de se déplacer pour son enterrement, officiellement, nous avions été prévenus trop tard, ont rappliqué pour se partager les meubles et le bric-à-brac qu'elle avait entassé au cours de sa longue existence. Il s'était mis en tête de vendre ensuite vite fait cette immense maison délabrée qui pourrissait en marge d'un village perdu du Massachusetts et dont il n'avait que faire. L'été brûlait la campagne et mes parents m'ont emmené avec eux malgré mes protestations. Ils prévoyaient de dormir sur place une nuit ou 2, le temps d'effectuer un premier tri. Ils en avaient discuté au téléphone avec les parents de Rémo, seuls autres héritiers connus, qui débarquèrent donc, flanqués de leur garnement, leur insupportable petit monstre, leur... D'accord, je retire monstre. Rémo n'avait rien de monstrueux. Si je me souviens bien, c'était il y a si longtemps, il était même plutôt joli garçon, avec sa tignasse d'un blond frisé, ses grands yeux bleus lumineux, son éternel sourire, ses cuisses musclées sous le short. Je suis sûr qu'au fond, nous aurions pu nous entendre. L'ennui, c'est que, manifestement en plein climax de l'âge bête, il s'ingéniait à me tourner en dérision à tout bout de champ, à vouloir me tripoter comme si j'étais un morceau de viande, à me souffler à l'oreille des mots dégoûtants, sans parler du fait que, de manière générale, il riait fort, mangeait comme un cochon, ne tenait pas en place, inventait 1000 tours pendables à accomplir aux dépens des autres. Je le fuyais dès que je l'apercevais. C'est dire combien l'idée de passer 2 jours dans une masure inconnue avec ce garçon sur le dos me hérissait. Dès notre arrivée sur place, malgré toute mon envie de trouver un recoin tranquille où lire sans qu'on m'enquiquine, j'ai préféré me coller aux adultes pour avoir la paix. Rémo rôdait autour de moi tel un chien de chasse qui a flairé un terrier de lapin, mais n'osait rien tenter. Nos parents, eux, avaient sorti des packs de bière et des cigares. On flânait d'une pièce à l'autre, en s'étonnant de la fraîcheur incroyable régnant à l'intérieur de la couche de poussière qui recouvrait tout. Même les fauteuils moisis et défoncés n'étaient que des nids à poussière. Sans doute, la vieille Délivrance ne faisait-elle pas le ménage tous les jours. Il était déjà stupéfiant d'imaginer qu'elle avait vécu là toute seule et pendant des années à un âge aussi avancé. 111 ans. Je me demandais si j'avais des chances d'atteindre moi-même ce chiffre, et si c'était seulement souhaitable, quand maman extirpa d'une bibliothèque un gros album relié de cuir rouge sombre et craquelé. On aurait dit du sang séché. Il contenait des dizaines de photos noires et blancs, jaunies et décolorées, aux bords dentelés comme des timbres. Quelques-unes se sont détachées lorsqu'on l'a ouvert. J'ai ramassé celle qui avait tourbillonné jusqu'entre mes pieds, puis je l'ai lâchée en poussant un cri. Mais c'était moi sur la photo, une photo qui datait d'au moins un siècle. Évidemment, tout le monde s'est esclaffé. Rémo le premier, qui se tenait le ventre et me montrait du doigt. « Petite sotte !» a dit maman.
Mais c'est vrai que Délivrance te ressemblait trait pour trait. Elle devait avoir à peu près ton âge ici. J'espère sincèrement qu'elle était plus dégourdie, A grincé papa en décapsulant sa troisième bière. Et tous de repartir à ricaner, tandis que Raymond m'étudiait de près pour voir si j'allais fondre en larmes. Alors, bien sûr, j'ai réagi comme je réagissais toujours dans ces cas-là. Au lieu de les affronter ou même de rire avec eux, j'ai pris la tangente, me suis élancé vers l'entrée où nous étions passés devant un grand escalier. En gravissant les premières marches, je sanglotais à présent. J'ai entendu l'oncle Will qui grondait sèchement. Reste ici, bordel de Dieu. Laisse ta cousine tranquille ou je t'en fous une. Et quand bien même cet homme obèse me révulsait, qui se saoulait, jurait sans cesse, et battait son fils pour un oui ou pour un non, je les remerciais intérieurement, tandis que les ténèbres du couloir de l'étage m'avalaient. Bientôt, je me suis heurté à une cloison, et ça m'a arrêté. Il n'y avait plus pour me guider qu'une grisaille où tourbillonnaient les particules de poussière que j'avais soulevées dans ma fuite. Mais je ne craignais ni le noir, ni les araignées, ni les éventuelles souris qui auraient pu grouiller là autour. Seuls les gens m'effrayaient. Tout particulièrement les garçons et leurs rapports presque toujours brutaux, vulgaires, incompréhensibles. D'où j'étais arrivé, je percevais encore les voix des 4 adultes et de Raymond s'extasiant sur je ne sais quel objet, riant d'une quelconque blague aigriarde. Aussi, j'ai décidé d'aller voir plus haut. Au second et dernier étage de cette maison tout en tourelles et en ailes perpendiculaires, je n'entendrais peut-être plus rien et pourrais me croire sur une île déserte, un rêve récurrent chez moi. Je suis monté pour m'enfoncer dans un nouveau couloir obscur. C'était bien mieux. Même les bruits de mes pas semblaient étouffés par la qualité de l'air ambiant. J'ai entrebâillé quelques portes, aperçu des chambres et des chambres qui sentaient le renfermé et la solitude. Délivrance avait dû avoir je ne sais combien de frères et sœurs, ou peut-être d'enfants, songeai-je, en me promettant d'interroger mes parents sur sa vie. Je n'en ai jamais eu l'occasion. Tombant sur une dernière porte, tout au bout du couloir, je l'ai franchie sans hésiter. Elle cachait encore un escalier, mais beaucoup plus étroit que l'autre. Naturellement, j'ai grimpé, en refermant avec soin derrière moi, et c'est ainsi que j'ai débouché dans le spacieux grenier qui, je l'ai vite deviné, coiffait toute cette partie de la maison. Les petites fenêtres de toit n'ayant pas de volets et laissant entrer des raies de soleil, on y voyait beaucoup plus clair qu'en bas même. Il y avait là d'énormes malles d'osier à ferrures, des armoires anciennes, des tableaux dans leurs cadres dorés empilés contre le mur, sous les poutres de la charpente. Qui plus est, le grenier tournicotait selon des angles inattendus et ménageait toutes sortes de recoins. Bref, c'était un univers en soi, un univers fascinant à explorer. Plus le moindre éclat de voix ne me parvenait. La chaleur, un peu suffocante, ne me dérangeait pas. J'ai commencé à me détendre et à fouiner partout, sans me soucier de ce que la poussière omniprésente pouvait salir mes doigts ou ma robe. Ma première découverte a consisté en une ribambelle de bocaux alignés sur les étagères d'une armoire. Je les ai examinés de près, pensant qu'ils contenaient peut-être des confitures, mais je n'ai vu à l'intérieur que des petits animaux morts, salamandres, crapauds, chauves-souris, serpents, tournoyant sans fin dans un liquide ambré.
Le dernier bocal, nettement plus gros, recélait un chat noir adulte dont les yeux verts et lumineux me dévisageaient fixement. J'ai vite refermé ce placard, passablement sinistre, pour fouiner dans un autre où je n'ai trouvé que du papier très épais et cassant, ou du parchemin, enfin, des piles et des piles de feuillets couverts d'une écriture serrée, pâlie par le temps. Mes efforts pour tenter de déchiffrer ce que mon arrière-grand-mère, si c'était elle, avait écrit, n'ont rien donné. Ça ne ressemblait pas à de l'anglais, ni à aucune langue connue de moi. Même l'alphabet était différent. M'asseyant sur un coffre, j'ai parcouru des yeux quelques-unes de ces pages dans l'espoir de percer le code. Dans la marge, on avait dessiné des figures à l'encre rouge. Pentagones, étoiles, chiffres et symboles étranges. J'ai posé les feuillets à mes côtés en me demandant si maman m'autoriserait à en garder quelques-uns pour les étudier tranquillement chez nous. Le coffre sur lequel je m'étais assise contenait des vêtements. Il y avait des vieilleries du genre châles, ombrelles, pantis, mouchoirs de dentelle, robes et cols montants. Cela aussi m'intéressait. J'ai soulevé une des robes jusqu'à mes épaules. Elle avait à peu près ma taille. Ces 2 dernières années, j'avais grandi en flèche. J'ai eu envie de l'essayer, seulement, pour ça, il fallait que je l'ôte la mienne. Est-ce que quelqu'un n'allait pas surgir, Raymond par exemple, me découvrir en culotte et se ficher de moi à n'en plus finir? Un long moment, retenant mon souffle, j'ai écouté attentivement sans percevoir aucun murmure suspect. Mes parents, mon oncle, ma tante, mon cousin auraient pu se trouver sur une autre planète. Les profondeurs de la grande maison les avaient engloutis. Alors, j'ai retiré ma robe très vite et enfilé l'autre. Elle se composait d'une jupe plissée bleu ciel, d'une sorte de tablier blanc par devant et d'un énorme nœud de soie outre-mer sur les reins. J'ai gloussé. Il ne me manquait plus que quelques rubans dans les cheveux pour ressembler à l'Alice des illustrations de Téniel. Ravi, je me suis pavané, parcourant en long et en large le grenier dans cette robe qui avait peut-être appartenu à Délivrance et qui m'allait à merveille. Laissant une gaieté un peu absurde me transporter, j'ai même esquissé ce qui, dans mon idée, relevait de l'entrechat de ballerine. Sauf qu'avec ma maladresse coutumière, je me suis empêtré dans quelque chose, un pan de velours noir qui traînait, et perdant l'équilibre, je me suis raccroché à l'espèce de chevalet ou de tréteau qui recouvrait ce tissu, mais voilà que le tréteau bascule avec moi. Je l'ai rattrapé in extremis et me suis écarté, aussi commotionné que si je venais d'échapper à un terrible danger. En soulevant le velours, j'ai vu qu'il dissimulait en réalité un miroir bien usé, tout piqueté de taches de vieillesse, un miroir où s'étaient sans doute contemplés des décennies durant mon arrière-grand-mère et les gens de sa génération. Étroit, ovale, orientable dans son beau cadre de cuivre torsadé. Une psyché. Même si c'était la première fois que j'en voyais une, j'avais lu ce mot dans un livre. En la bousculant, je l'avais inclinée en arrière. Cela m'a troublé. J'avais l'impression que mon reflet, cette fille qui se tenait devant moi dans sa toilette d'autrefois, allait tomber, glisser en arrière sur le plancher en pente et disparaître, Dieu sait où, sans pouvoir s'agripper nulle part. Aussi ai-je redressé le miroir. Nous nous sommes regardés. J'ai sursauté.
réalisant tout à coup que cette robe que j'avais dénichée par hasard et enfilée pour rire était celle-là même que portait Délivrance sur la photo où elle avait mon âge, la photo qui m'avait arraché un cri une demi-heure plus tôt. Je me suis alors concentré sur mon visage. Sûrement, je pourrais y lire quelque chose qui n'appartenait qu'à moi. Et là, nouvelle surprise, je souriais. Ou plutôt, mon reflet m'adressait un sourire, alors même que ma propre bouche, j'étais bien placé pour le savoir, béait d'étonnement. Sous le coup de la stupeur, j'ai reculé d'un pas et me suis heurté au coffre où, sans me quitter un seul instant des yeux, je me suis assise. Mon reflet a accompli ses gestes dans l'ordre et sans faute, ce qui m'a rassuré. Elle ne souriait plus. Sourcils froncés, elle m'observait. Puis, elle m'a décliné un clin d'œil et son sourire est revenu. Il n'avait rien d'hostile ou de menaçant, aussi je le lui ai rendu, comme si c'était moi le reflet chargé d'adopter en temps réel les mêmes postures, d'effectuer les mêmes grimaces que cette fille, une véritable fille habitant un cosmos authentique. En gloussant, je me suis à nouveau planté sur mes deux pieds, face au miroir. Ce que j'avais découvert là m'apparaissait 1000 fois plus épatant qu'un album de photos jaunies, des bibelots poussiéreux ou même des frusques des années 1920. J'ai enchaîné à toute allure une série de mouvements délibérément compliqués et le reflet m'a obéi au quart de poil. Je ne pouvais cependant m'empêcher de penser que cette friponne ne le faisait que pour me contenter et parce qu'elle le voulait bien. Du reste, elle n'a pas tardé à se gratter comiquement le nez à un moment où j'avais les poings aux hanches. Une vague d'allégresse m'a submergé. Délivrance possédait un miroir magique. Peut-être pourrais-je convaincre mes parents de me le donner. Comme je réfléchissais aux arguments à avancer pour y parvenir, mon reflet a soudain troussé sa robe et baissé sa culotte. J'ai rougi de cette effronterie qui jamais ne me serait venue en tête. Je vous l'ai dit, par certains côtés, j'étais encore un bébé. Si une fille de ma classe m'avait montré son sexe ainsi à brûle-pourpoint, je crois que je me serais sauvé en courant, à demi folle de honte. Toutefois, à bien y réfléchir, celle qui en quelque sorte me défiait dans cette posture impudique n'était pas une étrangère. C'était mon reflet, juste moi, en somme. Un moi nouveau, libéré par les pouvoirs occultes de cette arrière-grand-mère morte à 111 ans qui me ressemblait tant. C'est pourquoi, avec un temps de retard et un soupçon de réticence, j'ai soulevé moi aussi le devant de la robe pour faire glisser ma culotte sur mes cuisses maigrichonnes. Et lorsque mon reflet s'est mis à passer un doigt sur sa fente aussi glabre que la mienne, là encore, je l'ai imité. On se revoyait le même sourire à présent. Je n'avais pas du tout peur de cet autre moi, si hardi soit-il. Que pouvait-il m'arriver? L'expérience, où qu'elle me conduise, m'intéressait prodigieusement. Je me suis caressé comme elle le faisait. Lorsqu'elle a ajouté un second doigt et, coinçant la robe sous son menton, écarté les lèvres avec l'autre main, j'ai suivi toutes ses directives, me masturbant pour la première fois de ma vie. C'était très doux, infiniment agréable. Le reste des humains n'existait plus. Je respirais fort. Je suppose, même si je n'entends rien, qu'elle devait en faire autant de l'autre côté de la paroi de verre étanche qui nous séparait.
Ou peut-être les reflets ne respiraient-ils pas? Peut-être vivaient-ils, existaient-ils, dans un espace privé d'air? Qui sait si leur corps n'était pas plat, à la façon des images imprimées sur papier? 100 questions s'entrechoquaient dans ma cervelle. Je remarquais aussi qu'elle avait une croûte au coude gauche. Comme j'arborais la mienne au coude droit, séquelle d'une récente chute, cela voulait dire que nous étions semblables, mais inversés, des contraires. Puisque j'étais gauchère, elle devait nécessairement être droitière. En mon fort intérieur, je l'ai baptisée Nina, un nom d'adulte, de femme pleine d'aplomb, voire de vampe, d'antipode de la petite Nanny. Sa main droite, justement, se concentrait à présent sur le bouton de chair que nous avons en haut des lèvres. Moi qui l'avais toujours pris pour une espèce de verrue sans la moindre utilité, je découvrais qu'à l'effleurer longuement, à tourner autour, à le presser d'une certaine manière, on faisait naître des sensations extraordinaires, des frissons qui me remontaient la colonne vertébrale et tiraient de moi des halètements dans le silence torride du grenier. Mes jambes se sont mises à trembler. Elles semblaient ne plus vouloir me porter. Un gémissement m'a échappé, et j'ai relevé les yeux pour voir si mon reflet ressentait le même plaisir inouï. Elle était jolie. Cela me surprenait, d'autant plus que j'avais spontanément tendance à me classer dans l'intervalle entre laide et commune. Nos robes sont retombées, cachant nos mains qui continuaient à travailler nos vulves jumelles. Alors, j'ignore laquelle de nous deux l'avait décidé. Nous nous sommes penchés l'une vers l'autre comme pour nous embrasser, les yeux dans les yeux, heureuses, frémissant de bonheur de la tête aux pieds. Je pensais, bien sûr, que ma bouche ne rencontrerait qu'une surface dure et glacée qui, hélas, mettrait un terme à la magie de cet instant. Je me trompais. Mes lèvres trouvèrent ses lèvres, et celles-ci s'avéraient au contraire chaudes et souples, humides et parfumées. De stupéfaction, j'en ai basculé en avant et nous sommes tombés dans les bras l'une de l'autre, ou plutôt, elle m'a rattrapé au moment où j'allais choir la tête la première dans le monde fantasmagorique du miroir, exactement comme Alice dans le livre. Ébahi, j'ai soufflé. « Tu existes ? Tu existes vraiment ?» Pas tout à fait. Elle avait ma voix. Sa joue était douce contre la mienne. Son cou fleurait le savon et un peu la sueur. Je n'existe que quand tu te places devant le miroir. N'importe quel miroir? Oui, mais disons que celui-ci est spécial. Je l'emporterai avec moi. Oh, pourvu que mes parents veuillent bien, je le paierai avec mon argent de poche s'il le faut. Ce serait merveilleux. On serait des amis intimes, des sœurs. On pourrait se voir et bavarder, ou nous caresser aussi souvent que... À ce moment, elle m'a senti me raidir. Qu'y a-t-il? Chut. Je croyais avoir entendu des pas. Je n'ai rien entendu. Ça fait pas mal de temps que je suis ici. Je parierais que Rémo a réussi à échapper à la surveillance de son oncle Will et me cherche partout pour tirer sur mes nattes ou je ne sais quoi. Cajolant ma nuque, la fille du miroir a eu un rire joyeux. Tirer sur tes nattes? Jamais il n'oserait me faire ça. Je crois qu'il a la trouille de moi. C'est un garçon plutôt réservé, hypersensible. Rémo? J'ai l'impression qu'on ne parle pas du même, le mien. C'est alors que, comme je le craignais,
Une latte de plancher a grincé, et la voix de Rémo s'est élevée quelque part derrière moi, insinuante, s'amusant d'avance à la perspective de me coincer à sa merci dans ce grenier, sans aucun adulte autour pour prendre ma défense. « Et cousine, Nanny, je sais que tu es là. » Oh non! Mon gémissement s'enflait en début de panique. J'étreignais mon reflet comme si elle qui n'existait qu'à moitié, et peut-être, après tout, uniquement dans ma tête, détenait le pouvoir de me venir en aide. Et, de fait, elle a dit « Laisse-moi faire, tu veux ?»« Toi ? Mais comment ?»« Tu vas voir. » Sur ce, elle a enjambé le cadre de cuivre. Comme je l'imitais sans bien comprendre, nous nous sommes serrés l'une contre l'autre pour franchir ensemble les 3 passages séparant les 2 mondes. Puis, je me suis retrouvé complètement dans celui du miroir, et elle, de l'autre côté. Elle a replacé la housse de velours noir en laissant toutefois un pan de glace à découvert, de façon à ce que je puisse voir ce qu'elle faisait. Presque aussitôt, mon crétin de cousin a déboulé derrière elle. Sa première réaction, tandis qu'elle pivotait sur ses talons pour lui faire face, a été d'éclater de rire à s'en taper les cuisses à la vue de la robe démodée. Tapis derrière la paroi de verre, je n'entendais pas son rire, pas plus que les paroles que sa bouche s'est mise à débiter ensuite, très certainement des sarcasmes, mais mon reflet, quoi qu'il en soit, ne s'est pas donné la peine d'y répondre. Ainsi qu'elle l'avait fait devant moi, Nina a simplement soulevé sa jupe et baissé sa culotte. J'ai vu Rémo changer de couleur. Un gloussement de joie m'a échappé. Et patatras! Voilà que quelqu'un dans mon dos s'étale bruyamment par terre. Je me suis retourné d'un bloc, scrutant les ténèbres, le cœur battant. Il faisait beaucoup plus sombre de ce côté-ci du miroir, peut-être à cause du rideau de velours qui le recouvrait presque entièrement. Rémo gisait sur le plancher en se tenant le genou. Apparemment, il s'était pris les pieds dans le tas de vêtements que j'avais sortis de la malle. Il pleurait. J'en suis resté bouche bée. Jamais je ne l'avais vu pleurer. Puis, j'ai pensé qu'il ne s'agissait pas de Rémo, mais du reflet de Rémo. Comme moi et le mien, ils étaient identiques mais inversés. Là où le vrai Rémo se montrait batailleur, sûr de lui et cruel, son reflet se révélait pleurnichard et maladroit. Un gosse dans mon genre, quoi. Un gros bébé blond qui me regardait par en dessous, avec dans les prunelles un mélange de crainte et de détresse. Je savais pas que t'étais là, » geignait-il. « Je vais redescendre, et... » « Pourquoi? Reste un peu, tu t'es fait mal? »« Oh oui !» Je me suis approché de lui, pas trop près pour ne pas l'effaroucher, mais suffisamment pour examiner son genou. « Ça ne saigne même pas. Relève-toi et viens t'asseoir ici. Tu as vu tous ces habits anciens? On pourrait jouer une pièce de théâtre. Je serais Délivrance, et toi, tu serais son amoureux qui vient la demander en mariage. Tiens, voilà un canotier, une veste, un nœud papillon et... Ah, un pantalon. » Comme je m'y attendais, il a piqué un phare jusqu'aux oreilles. C'était une vraie mauviette, le Rémo dont j'avais toujours rêvé. Auprès d'un garçon aussi timoré, je n'éprouvais plus la moindre appréhension. J'avais envie de le protéger. En même temps, tandis que je l'aidais à mettre la veste et à ajuster le nœud papillon, j'aurais donné cher pour savoir ce que mon reflet fabriquait en compagnie du véritable Rémo, de l'autre côté du miroir. « Bon,
ai-je décrété en m'emparant de ma liasse de manuscrits indéchiffrables. On dit que je serais en train d'écrire une lettre. Toi, tu arrives de par là et tu me fais ta demande, d'accord? Il a balbutié un d'accord peu convaincu avant de prendre docilement la direction indiquée. J'ai profité de ce qu'il enfilait le pantalon et préparait son rôle au fin fond du grenier pour jeter un œil dans le pan de miroir non masqué. Couché de tout son long sur mon cousin, la jupe troussée jusqu'aux fesses, mon reflet l'embrassait à pleine bouche. Lui semblait avoir égaré son short. Ces deux-là s'entendaient à merveille. J'ai regagné ma place sur le coffre d'osier. Tout cela remonte à je ne sais combien d'années, des décennies peut-être, mais je revois encore mon Rémo à moi s'avancer d'un pas hésitant, splendide dans son pantalon long et son veston beige. Quand il a posé un genou à terre, en grimaçant un peu, car c'était celui où il s'était cogné, j'ai cessé de respirer. Je lui ai tendu ma main. Il l'a prise, a dégluti péniblement, puis s'est mise à bécoter avec une douceur dont jamais le vrai Rémo n'aurait été capable. Mon cœur fondait de seconde en seconde, tel un sorbet oublié au soleil. « Nanny, Nanny, Mon nom est Délivrance, lui ai-je rappelé, les lèvres tremblantes. Sans quitter ma main des yeux, il a secoué la tête et poursuivit. Je... Ça fait longtemps que je suis amoureux de toi. Depuis toujours, en fait. Et je voudrais bien qu'on se marie un jour. Nanny. C'est-à-dire, si tu le veux aussi, je... Il n'a pas pu aller plus loin. En larmes, il arrosait ma menotte de baisers aussi farouches que mouillés. C'en était trop pour moi aussi. L'attrapant par les oreilles, je me suis penché pour prendre sa bouche, cette bouche naguère si railleuse et redoutée, mais c'était au sein d'un autre univers, par-delà le fantastique miroir de notre arrière-grand-mère. Soudain, comme nous nous embrassions, le plancher s'est gondolé violemment. J'ai bondi sur mes pieds. « Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? » a demandé mon Rémo le souffle court. « On aurait dit que toute la maison allait s'écrouler. Tu n'as pas senti? Non? » Alors, j'ai compris et me suis rué au miroir. Rémo, en slip, courait dans tous les sens. L'ayant surpris à moitié dévêtu en compagnie de mon reflet, son père tâchait de lui mettre la main dessus pour le battre. Il avait déjà débouclé son ceinturon qu'il brandissait agressivement. Mon autre moi, quant à lui, cette Nina d'ordinaire audacieuse et séductrice, se recroquevillait près de la malle à vêtements et n'en menait pas large. Ses yeux agrandis d'épouvante étaient rivés sur le miroir, autrement dit, sur ma personne. Elle criait quelque chose que, bien sûr, je n'entendais pas. Dans Alice, dans les histoires en général, tout se termine toujours bien. L'héroïne rentre chez elle en se demandant si elle a rêvé. Moi, je savais qu'il ne s'agissait ni d'un rêve ni d'un conte. Et, une fraction de seconde à l'avance, j'ai su ce qui allait arriver, ce qui devait arriver, ce qui avait failli arriver un instant plus tôt. Dans sa course éperdue pour échapper à la raclée qui l'attendait, Rémo s'est précipité dans ma direction, a renversé la psyché et, dans le plus parfait silence, la réalité a basculé pour exploser en une myriade de minuscules fragments acérés. Je m'appelle Tiffany, dite Nanny, et, depuis l'âge de 13 ans, je suis prisonnière du monde du miroir.
Je vous ai proposé l'écoute de La fille dans le miroir, d'après une nouvelle de Jocelyn Witz, publiée le 31 octobre 2025 sur Atramenta, service de publication d'œuvres écrites en ligne, en e-book, en livre audio et papier, sous licence Creative Commons et avec l'accord de l'auteur. Vous aurez l'occasion de suivre dans le descriptif de cette vidéo les liens vers le travail d'écriture de l'auteur. À bientôt.